je suis neurologue, je suis un clinicien, je ne suis pas un théoricien euh, des neurosciences et encore moins de l'intelligence artificielle. Euh, mais je pense que je peux ébaucher peut-être ce que j'appellerais l'intervention des nouvelles technologies dans la prise en charge des maladies neurologiques. Euh, et d'abord, en guise d'introduction, je dirais que le terme de médecine améliorative est ambigu pour moi. C'est même quelque part un peu un oxymore, c'est-à-dire que, ou bien un pléonasme, plutôt un pléonasme, c'est-à-dire que la médecine, pour moi, est par essence améliorative parce qu'il s'agit d'améliorer l'état d'un patient. Ensuite, euh, améliorer les performances d'un sujet normal, bon, on en a parlé tout à l'heure, il en sera à nouveau question tout à l'heure, après, certainement. Et donc, pour moi, la question clé est celle de la limite entre le normal et le pathologique. Et pour ce qui me concerne, euh, cette question, je me la pose très rarement quand un patient vient consulter, c'est qu'il est malade. On pourrait même, enfin, par dérision, dire que le malade, c'est par définition celui qui va voir le médecin. Alors en neurologie, on va voir quelques exemples concrets d'application des nouvelles technologies. Je vais donner des exemples appliqués aux maladies du système nerveux, à des maladies graves, la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, la stimulation électrique transcutanée contre les douleurs neuropathiques, la stimulation vagale dans l'épilepsie, je n'en parlerai pas, mais je vais parler des deux précédentes. Là, il s'agit de rétablir un équilibre entre des systèmes qui sont physiologiquement antagonistes, mais un équilibre qui est rompu, et l'intervention thérapeutique, technologique, vise à rétablir cet équilibre. Et puis, dans un autre, il y a un domaine tout à fait différent qui est celui du, de rétablir, qui consiste à rétablir le fonctionnement d'un circuit qui a été interrompu. Et là, c'est le domaine des interfaces cerveau-machine. Alors, il en sera certainement question après mon intervention, mais ce domaine est très en grande expansion. Il consiste à capter l'activité cérébrale dans un cerveau qui est intact pour actionner des récepteurs dans des zones qui sont privées d'afférence par une lésion. Alors, je commence par un exemple très, très simple et extrêmement classique, enfin, devenu classique aujourd'hui, c'est l'exemple de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Alors, ici, il y a un schéma ici où on voit le cortex moteur qui va commander les mouvements, hein, et cette commande comprend une voie, disons, une voie activatrice et une voie inhibitrice, c'est-à-dire que dans l'état normal, on est capable d'effectuer un mouvement, mais on est capable d'inhiber par cette voie-là des mouvements inutiles ou parasites. Dans la maladie de Parkinson, vous allez avoir ce que l'on appelle une akinésie, c'est-à-dire un ralentissement du mouvement, une difficulté à initier et à effectuer le mouvement qui devient lent, parce que cette voie ici, qui était ici, ces neurones de la substance noire ont disparu, cette voie s'affaiblit et cette voie se renforce. Et donc ça, c'est la voie inhibitrice, la flèche rouge, qui va bloquer le mouvement. Alors, on peut remplacer le, les cellules, le produit de ces cellules, qui est la dopamine, par des médicaments. La difficulté avec les médicaments, c'est ils se prennent de façon discontinue, et donc le résultat, après quelques années de traitement, le résultat est qu'il y a des fluctuations motrices. Les patients sont tantôt bloqués, tantôt hyperkinétiques. Pour éviter cela,
on peut mettre des microélectrodes, soit ici, pour, euh, pour atténuer, inhiber le fonctionnement de cette voie inhibitrice et rétablir le mouvement. Autre exemple très simple, la stimulation transcutanée électrique ou TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, qui consiste à activer une voie somesthésique qui est en vert ici, qu'on appelle la voie lemniscale. Cette voie lemniscale qui transmet les messages non douloureux, tels que le frottement, le tact fin, le sens de position des articulations. Cette voie est transmise, bien entendu, au centre récepteur du cerveau, qui assure une perception consciente. Il y a ici une autre voie distincte qui transmet les stimulations douloureuses et thermiques, et cette voie également converge avec la première et arrive au cerveau pour nous permettre de percevoir les stimuli douloureux. C'est très important pour prévenir les blessures ou les brûlures. Mais quelquefois, en cas de lésions neurologiques, en particulier de lésions des nerfs périphériques, il peut y avoir des décharges parasites inappropriées dans cette voie qui envoie des messages douloureux. Et il se trouve qu'ici, entre les deux, il y a des interneurones, c'est-à-dire des petits neurones qui connectent les deux voies et qui ont une action inhibitrice exercée par cette voie verte sur la voie rouge. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on fait une stimulation à très faible voltage avec une plaque. J'aurais pu mettre une photographie, mais avec une électrode métallique plate qui transmet une stimulation électrique à très faible voltage qui va stimuler cette voie-là, inhiber la transmission de l'influx nerveux par cette voie qui envoie des stimulations douloureuses parasites, et on va ainsi essayer de rétablir un équilibre perdu. Alors j'en viens maintenant, je vais aborder les applications des interfaces cerveau-machine. C'est un domaine qui a été développé pour essayer de venir en aide à des patients qui sont paralysés, dans l'incapacité de bouger les membres ou dans l'incapacité de s'exprimer. Comment fonctionne une interface cerveau-machine? L'interface cerveau-machine, le principe de l'interface cerveau-machine, c'est de capter l'activité cérébrale qui ne peut plus être transmise aux effecteurs parce qu'il y a une interruption pathologique de la voie de transmission. Donc, on va essayer de capter l'activité cérébrale, on va l'analyser, et puis on va essayer de la transformer en stimulus pour les effecteurs. Bon, le principe ainsi expliqué est extrêmement grossier. D'une part, il faut repérer au niveau cérébral les zones qui correspondent à l'action que l'on veut faire ou que l'on veut que le sujet puisse faire. Ça veut dire qu'il y a, bien entendu, dans le cerveau, comme vous le savez, il y a des zones très spécifiques. Et par exemple, pour ce qui concerne le mouvement, il s'agit de repérer l'activité au niveau des zones du cortex cérébral qui gère ce qu'on appelle l'intention de bouger. C'est-à-dire que le mouvement est précédé d'une intention, et cette intention
prend naissance dans certaines zones du cortex, et ces zones du cortex, quand nous faisons un mouvement, elles s'activent, et donc on apprend à les repérer. Ensuite, les signaux sont analysés, et puis, une fois que les caractéristiques pertinentes sont extraites, ces signaux sont transmis aux effecteurs par des moyens que je vais vous montrer, des exemples que je vais vous montrer. Et ensuite, il y a un retour perceptif. Alors voilà, par exemple, voilà un schéma qui montre ici les signaux recueillis. Ce sont des signaux électroencéphalographiques. Alors, il y a une chose très importante à savoir, c'est que, comme vous le voyez ici, sur cet exemple, les signaux sont recueillis sur le scalp par des électrodes externes, et bien entendu, il est plus efficace, plus précis, plus pertinent de recueillir les signaux directement par des électrodes implantées dans le cerveau. Là, ce sont des choses qui sont encore, qui vont encore plus loin que ce qui se fait actuellement, mais il est possible que dans des applications thérapeutiques, au moins, cela se fasse, cela devienne une pratique plus courante. Alors, ces signaux, eh bien, ils subissent divers filtrages, un filtrage temporel, spatial, extraction des caractéristiques, et tout ceci avec une boucle. Comme l'a dit le professeur Reznik avant moi, il y a une machine qui est capable d'apprendre, et à la fin, dans la phase de test, on obtient, on sait, la machine est capable de reconnaître les signaux pertinents et de les transmettre. Alors voilà des applications potentielles. Je reviens sur cette image où vous voyez une application. Ici, le sujet est face à un tableau de lettres, les 26 lettres de l'alphabet, et il se concentre sur une lettre. La machine apprend à analyser les signaux correspondant à cette lettre précise, et par des échanges, des milliers de boucles, la machine arrive finalement à reconnaître les signaux spécifiques d'une lettre, et ainsi le sujet peut épeler. Voilà, par exemple, neural spelling, contrôle de machine, ici un fauteuil, mais ça peut être toutes sortes de prothèses ou d'appareils. Les auteurs de cette image ont même mis les jeux vidéo, accessoirement. Voilà. Alors ça, c'est le principe de fonctionnement de l'interface cerveau-machine. Il y a des travaux assez conséquents actuellement déjà acquis sur l'épellation avec ce qu'on appelle l'onde P300, qui est une onde cérébrale identifiable que les machines peuvent apprendre à reconnaître. Une deuxième application plus récente, c'est la possibilité de stimuler des muscles. Voilà quelqu'un qui a un bras paralysé, et cette paralysie est due à une lésion qui est située n'importe où entre le cerveau et les muscles paralysés. Ici, vous avez ce schéma qui montre le recueil des signaux cérébraux, l'analyse par la machine et des électrodes placées dans les muscles qui ont été préalablement repérés. Il y a un travail extrêmement long et précis de repérage, d'autant qu'ici, vous avez une représentation des contractions des muscles agonistes et de la décontraction des muscles antagonistes. Ce sont chaque stimulation, évidemment, doit se faire à partir d'une conception globale du mouvement. Il ne s'agit pas de stimuler un muscle à la fois,
mais il faut que la stimulation reproduise l'activité normale de nos muscles dans chaque mouvement. Voilà un exemple encore plus démonstratif. Là, il s'agit de stimuler la moelle épinière. Alors, les signaux captés au niveau cérébral sont transmis non pas aux muscles, mais à un stimulateur électrique qui est implanté chirurgicalement dans l'espace épidural au niveau des zones de la moelle épinière qui commandent les muscles que l'on veut stimuler, les muscles qui sont paralysés. Voilà un exemple. Ça, c'est une équipe suisse qui, un exemple qui schématise le mode de fonctionnement de ce genre de machine, qui est évidemment extrêmement complexe. Et là, je résume ça en une diapositive, mais c'est excessivement simpliste. Néanmoins, ça donne une idée du fonctionnement. Ici, vous avez le recueil des signaux cérébraux, disons de l'intention de marcher ou de l'intention d'avancer une jambe. Ces signaux sont transmis à ce qui est schématisé ici par ces deux cercles rouge et bleu qui vont stimuler le membre inférieur droit et le membre inférieur gauche. Et puis ici, vous avez des capteurs qui vont analyser les mouvements obtenus, communiquer ces analyses à cette machine qui va apprendre à réguler les stimulations envoyées en fonction du résultat. Alors je quitte les exemples concrets pour venir très rapidement à la fin de mon exposé. Je voulais vous mentionner ce projet qui a pris naissance en 2013 et qui a été doté de 1 milliard d'euros pour prendre fin en principe en 2024. J'ai énuméré ici les objectifs, mais enfin, pour être très bref, ce projet vise à explorer le cerveau, à comprendre son fonctionnement et même à en faire des simulations, c'est-à-dire produire une machine, créer ce qu'ils appellent Silicon Brain, créer une machine qui reproduise le fonctionnement du cerveau. Et pour terminer, je termine tout de suite par une question un peu polémique. Hein. Peut-on modéliser la conscience? Alors, je cite Richard Krakowiak, qui est un des co-directeurs du Human Brain Project. Nous sommes faits de matière et c'est de cette matière que naît la conscience. Alors, si nous sommes peut-être des machines, déjà imaginées par une civilisation antérieure, hein, c'est un paradigme qui est évoqué dans un livre qui s'appelle L'Anomalie, qui est paru récemment en France. Et je voudrais terminer sur une polémique qui a eu son heure de gloire et qui est peut-être un peu passée maintenant, mais qui opposait deux philosophes. Un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel, qui disait que la philosophie est perturbée par ce qu'il appelait le scientisme, c'est-à-dire la réduction tout peut être réduit à de la physique. Ici, vous avez son contradicteur, Daniel Dennett, qui affirme que toute activité mentale peut être modélisée. Et on peut relire cette phrase de Francis Crick qui dit « Vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, l'idée que vous vous faites de votre identité personnelle et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui leur sont associées. Ça n'est pas contestable, en effet.
La question, c'est celle-là, c'est que est-ce que est-ce qu'on peut modéliser la subjectivité, c'est-à-dire chaque individu est le seul à savoir ce que ça lui fait d'être lui-même. Alors, est-ce que ça, c'est modélisable? Est-ce que cette conscience-là est modélisable? Évidemment, la question est ouverte, je ne connais pas la réponse. Voilà. En conclusion, donc, les nouvelles technologies sont une ressource importante pour le neurologue. Elles viennent en complément des autres traitements et le progrès technologique, évidemment, profitera à la médecine et les neurologues en sont parfaitement conscients, à condition que les enjeux éthiques en soient maîtrisés. Je vous remercie.